je ne suis plus amoureuse de lui. Donc par honnêteté, ben, je dois le quitter. C'est la moindre des choses. Elle disait, si je l'aime plus, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Voilà. C'est pas le seul couple qui est venu me voir pour ça. J'en rencontre régulièrement. Il est représentatif, mais c'est un cas de figure que je rencontre régulièrement. Dans ce cas-là, je me souviens, il a fallu 5 séances pour que Madame comprenne 2 choses fondamentales. D'une part, que l'amour est bien plus vaste que le sentiment amoureux. Et d'autre part, que les liens du mariage ne dépendent pas de la relation du moment. Et je dois dire que quand elle a réalisé la valeur et le sens de leur mariage, de leur famille, elle a décidé de poursuivre l'aventure. Mais ce couple, il symbolise des centaines, voire des milliers de couples à notre époque. On peut dire qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, les couples ne tiennent plus. Les hommes et les femmes ne tiennent plus ensemble. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis en fait, leur lien ne dépend que du sentiment amoureux entre eux. Et quand on sait que le sentiment amoureux ne dure au maximum que 3 ans, parfois moins, parfois plus, mais il a une durée de vie limitée, il y a un problème. On a dit que le mariage peut être un duo, continuer heureux, et continuer malheureux, c'est un duel. Ah, c'est un beau terme. Je retiendrai. Moi, je crois que l'échec du mariage provient de la non-connaissance de soi et de son partenaire. Si on ne se connaît pas assez, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, et si on ne connaît pas son partenaire, il ne peut pas y avoir cette communication. On peut vivre 30 ans ensemble et ne pas se connaître. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché à connaître exactement l'âme profonde. Il n'y a que Dieu qui connaît l'enveloppe des âmes. Mais il faut que les époux passent l'effort de se connaître, bien se connaître, profondément. Sinon, ils peuvent vivre ensemble et n'être d'accord sur rien. Et puis un beau jour, le divorce arrive, c'est l'échec qui se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit l'échec. Je crois qu'à la base du mariage réussi, c'est la connaissance de soi et la connaissance de l'époux, du conjoint. Ce que vous dites est fondamental. Seulement pour se connaître soi-même et pour connaître le conjoint, il va falloir des années. Il va falloir des crises répétées. Il va falloir des étapes de croissance de chacun et du couple pour atteindre cette maturité d'une pleine connaissance de soi et d'une connaissance de l'autre et du fonctionnement du couple. Et ça prendra du temps. Vous savez, Jean Anouilh disait que le mariage est fait de petites discordes. Si, malgré ces discordes, on arrive à relativiser, à ne pas exagérer, à donner leur juste proportion à ces discordes, alors on peut arriver à résoudre des problèmes. Mais si on laisse ces discordes s'agrandir, un beau jour, ça éclate, on se demande pourquoi ça éclate. Alors, discorde est un mot intéressant. Moi, j'utilise souvent le mot de crise. C'est-à-dire qu'un couple est destiné à traverser un certain nombre de crises. Et quand je vois un couple qui vient me voir et qui me dit « on est en crise », waouh, je me dis c'est un couple qui va bien. Parce que ça veut dire qu'il avance. Crise, c'est un terme, en fait, en chinois, il est écrit avec 2 termes. L'un qui veut dire opportunité et l'autre qui veut dire danger. En fait, c'est un moment de tous les dangers. Mais
c'est un moment de toutes les opportunités où le couple peut passer d'une étape, d'une certaine relation qui a convenu jusqu'à présent mais qui ne convient pas, qui est insatisfaisante, à une autre étape. Et pour passer d'une étape à l'autre, la crise est presque incontournable. Les philosophes définissent la crise comme étant un état de choses qui va disparaître et qui est suivi d'un état de choses qui n'arrive pas à naître. La prochaine fois, vous allez nous donner une conférence sur le mariage. Parce que vous avez beaucoup de choses aussi à nous dire. J'ai fait des études très poussées. Je suis un juriste. J'ai été un enseignant pendant de nombreuses années. Et j'ai enseigné beaucoup. J'ai fait beaucoup de sociologie, beaucoup de psychologie, beaucoup de psychiatrie, énormément de choses. Donc peut-être après on vous laissera un petit peu la parole, mais c'est intéressant que vous nous disiez tout ça. Il y a un livre intéressant qu'il faut recommander. J'ai une fille qui s'est mariée à un juif alsacien. Ce monsieur, je ne le connaissais pas. Mais j'aimais tellement ma fille, j'avais confiance en elle, elle m'a dit, cet homme, je veux me marier avec lui. Moi, je n'avais jamais vu. Et un beau jour, il m'écrivait pour me demander la main de ma fille. Je lui donne la main de ma fille. Dans notre religion, c'était interdit. Il faut que le conjoint il adopte votre religion pour que vous puissiez voir. Moi, je suis passé outre. Pour moi, c'était le bonheur de ma fille qui importait. Elle s'est mariée avec ce monsieur, elle est restée pendant 13 ans, elle a eu des enfants avec lui. Et un beau jour, en pleurs, elle m'annonce qu'elle est en instance de divorce. Et alors je me suis aperçu qu'elle n'était d'accord avec lui sur rien. Alors, quand elle est venue me voir, j'ai dit, le mariage, c'est un échec quand on se laisse surprendre. À l'avance, il faut tout définir. Si nous avons des enfants, comment les élever, quelle religion leur donner, etc. Le travail, est-ce que je peux travailler? J'ai un métier, est-ce que je peux conserver mon métier? Ou est-ce que je peux travailler? Le mari travaille en Allemagne. Voilà. Là, vous êtes en train de parler des projets. Il est nécessaire pour le couple de mettre en place des projets précis et communs pour avancer. Alors, je vous laisserai peut-être la parole tout à l'heure. Je vois que l'heure avance, donc je vais un petit peu avancer moi-même et presque clore. Oui, après on passera aux questions-réponses. Non, je vous en prie. Mais je voulais simplement vous dire qu'il y a un livre très intéressant que j'ai lu après le divorce de ma fille, qui s'appelle Madame X, qui a été écrit par Hervé Bazin. Et c'est excellent. Ça explique la psychologie des Madame X. La psychologie des conjoints. D'accord. Surtout les conjoints qui ont des enfants seuls. Alors, je note Madame X de Hervé Bazin. Aux éditions du Seuil, si je me trompe pas. D'accord. Et je vais reprendre. Donc, pour terminer, simplement, donc, en quelque sorte, on pourrait dire que les promesses du mariage ont été instituées, que ce soit par les églises ou par les sociétés, pour protéger le couple contre le penchant naturel de l'homme à partir, quand il a l'impression que tout va de travers. Il faut savoir que toujours, à un moment dans un couple, une grave désillusion s'installe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut dire, c'est trop dur, on arrête tout, ou on peut dire, on continue ensemble. Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé.
Aujourd'hui, les couples, je dirais les couples qui divorcent, les couples qui se quittent, ne sont pas des couples qui vont plus mal que les autres. Ce sont des couples qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc c'est intéressant de percevoir en fait ce principe de croissance qui existe à tous les niveaux. Hein. Une salade, je peux toujours essayer de tirer sur ses feuilles pour la faire pousser plus vite. Je ne vais pas y arriver. Il y a un temps de croissance. Et pour le couple, c'est pareil. Oui, j'espère que l'autre va me combler, mais il y a un temps de croissance qui est incontournable. Donc peut-être, oui, la relation me comblera à certains moments, mais tout est à construire. Et pendant un certain temps, le couple va danser ensemble, en se marchant sur les pieds, en se faisant mal, mutuellement, il y aura des souffrances, mais c'est à ce prix-là qu'un jour, ils seront dansés. Et là, ça sera harmonieux et tout coulera. Et bon, enfin, il y a aussi le point que je ne soulèverai pas aujourd'hui parce que ça serait une autre heure à développer, mais chacun, l'homme et la femme, hérite de ce qu'il a vu vivre dans sa propre famille. On dit que la famille, c'est l'école de l'amour. Chacun hérite et il est pétri de ce qu'il a vécu émotionnellement dans sa famille d'origine. Donc, ce qu'il a vécu dans sa famille d'origine va se réactualiser dans le couple, à son insu. Et à ce moment-là, des difficultés viennent qui sont inattendues et qu'il faudra régler ensemble. Voilà, donc peut-être je vais terminer parce que j'ai déjà dépassé le temps. Hein. Pour conclure, j'aimerais souligner... Oui. J'aimerais souligner que, contrairement à ce qu'espère chacun, le mariage n'est pas un refuge. Un refuge vers le bien-être, vers la sécurité. En tout cas, pas tout de suite. Pas dès les premières années de vie commune, même si au début, ça paraît magnifique et merveilleux. Parce que, plus ou moins, on baigne dans une certaine illusion au début. C'est un psychiatre, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Scott Peck. Il a écrit des livres, c'est un écrivain, il est psychothérapeute. Et lui, il dit, mais si les couples savaient ce qui les attend, il n'y en aurait pas un pour commencer le chemin. Et en fait, il disait, heureusement qu'il y a l'état amoureux qui rend suffisamment aveugle pour se lancer. Et en fait, c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire et difficile. Hein, comme si on voulait, on décidait de grimper la Nacurna. On va en baver pendant longtemps, mais on l'a voulu ensemble et c'est un jour on arrivera au sommet. Et on construit quelque chose jour après jour. Et dans le couple qui se construit, en fait, c'est chacun qui se construit. C'est chacun qui mûrit dans sa capacité d'aimer au fur et à mesure des années qui passent. On dit qu'un couple, pour arriver à maturité, il traverse 8 étapes. Alors ça ferait l'objet d'une autre conférence. 8 étapes. Et pour passer d'une étape à l'autre, chaque fois, en général, il y a une crise. Une crise à la limite du supportable. Voilà. Donc je dirais que le mariage, c'est un engagement total vers une aventure héroïque et extraordinaire. Et je vais m'arrêter là, et je vous remercie.